Aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir quelqu'un que je connais dans le cadre professionnel et qui a bien voulu venir ici et discuter avec moi. Donc, je te reçois aujourd'hui, Yvon. Bonjour Eddy. Bonjour, Yvon. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà, te présenter, si tu dois te présenter toi-même aujourd'hui, comment est-ce que tu te présenterais? Je te remercie déjà d'avoir pensé à moi pour ton émission. Ouais. Déjà, je te félicite de le faire parce que c'est vrai que ça permettra de rencontrer des profils probablement assez atypiques comme tu m'as expliqué déjà ceux qui sont passés. Pour parler de moi, bah, déjà, bon, souvent quand je dis mon nom, ça permet de voir un peu d'où je viens. Donc, comme c'est Yvon Vaudounon, qui est d'ailleurs une certaine modification suite, peut-être qu'on reviendra dessus, au métier de mon papa, Mhm. qui fait que la déclaration de mon nom a été quelque peu modifiée par le linguisme, hein, tel comment on le prononçait. Oui, C'est-à-dire que normalement c'est Vaudounou, ok. et c'était plus facile phonétiquement aux gens de dire Vaudounon. Et comme c'est le médecin-chef de la maternité militaire qui a fait la déclaration de ma naissance, bah, tout le monde appelait mon père Vaudounon. Et voilà, il a dit Vaudounon. Ok. Et donc, comme je suis originaire du Bénin, hein, donc on reviendra dessus probablement par la suite. Et aujourd'hui, comment je me présenterais? Mais je me présenterais comme, je dirais plutôt un entrepreneur. euh, mais qui continue sa passion dans l'IT, qui est, je pense, un des secteurs qui, pour moi, n'a pas de frontières, n'a pas de Mhm. boundaries, comme disent les Américains. C'est-à-dire que c'est, pour moi, un des rares secteurs, comme on appelle, du monde, du travail, qui se renouvelle en permanence, Mhm. qui, lorsqu'on pense qu'on a appris beaucoup de choses, en fait, il a déjà commencé à créer, comme on appelle, la suite. Et donc, pour ça, j'ai gardé ma casquette d'entrepreneur, mais j'ai souhaité continuer dans le service aux entreprises, Ouais. dans l'IT. Ouais. Donc, c'est intéressant parce que je me rappelle, toi et moi, on se connaît, on s'est rencontrés dans le monde professionnel. Et quand j'ai vu ton nom la première fois, je pense quand je devais avoir recours à tes services, j'ai cru que tu étais soit haïtien, soit guadeloupéen, soit quelqu'un des Caraïbes. Je sais que tu étais quelqu'un, t'étais quelqu'un, t'étais un Africain, je dirais. Tout à fait. Mais j'aurais jamais cru que tu étais genre du Bénin. Parce que le nom Vaudounon, bah, moi j'ai eu des amis béninois, j'ai jamais entendu ce nom-là. Donc c'est quoi l'histoire derrière ce nom? Est-ce que c'est courant pour au Bénin d'avoir des noms avec cette consommation un peu française, je dirais? Non, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est quelque chose qui s'est produit tout le temps. Encore, je crois, hier ou avant-hier, Oui. encore quelqu'un qui était persuadé que je dois être, comme on appelle, comme tu dis, haïtien ou enfin une des îles, Voilà, comme c'est on ça. appelle, françaises. Ouais. Et chaque fois, donc je dis non, je suis originaire du Bénin. Et le nom, en fait, on n'est pas nombreux à porter ce nom au Bénin, effectivement. Il y a quelques familles qui portent le nom. De ce que je sais, comment on appelle, les Vaudouinons, c'est comment on appelle, ils sont installés dans ce qu'on appelle le Mono, c'est une des, comment on appelle, une des préfectures du Bénin. Mhm. Et en fait, ils n'ont pas toujours été là. C'était un peuple de migrants dans le très ancien temps qui est arrivé là et qui doit être venu, à mon avis, je pense, de tout en haut de l'Afrique. Et la dernière station est Mhm. probablement le Bénin. Donc effectivement, moi je porte le nom, comme je dis, la version voodoo non. Mon père a eu plusieurs autres enfants et certains portent le voodoo nous Ok. et certains le voodoo non. Nous sommes assez nombreux sur ce point. Et donc effectivement, non, je suis bien originaire du Du Bénin Bénin. par mon père et ma mère est originaire du Togo. Ok. Ils se sont rencontrés au Bénin. Et voilà, donc ce que tu dis, oui, Ouais, ouais. ça répond. Et c'est quoi ton attache aujourd'hui par rapport au Bénin? Est-ce que tu te sens, tu as encore des fortes attaches là-bas, tu as grandi là-bas, tu as vécu là-bas, tu as une attache par rapport à ce pays particulièrement?
Oui, alors, pour le dire assez simplement, il s'est passé quelque chose, c'est que donc ma mère était commerçante, comme beaucoup d'hommes en Afrique, et j'ai plus vécu avec elle qu'avec mon père, et je suivais ma mère. Ok. Et donc, ma mère voyageait de pays en pays, ou faisait du commerce entre des pays. Donc, elle a fait du commerce entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, Mhm. entre la France et la Côte d'Ivoire, avec le Nigeria, ainsi de suite. Et donc, j'ai eu toujours l'habitude de ces déplacements, mais j'ai toujours eu une attache avec le Bénin. Il s'est fait que pendant une longue période, plusieurs années, au moins, je pense, quasiment 20 ans, je n'y Mhm. suis pas retourné, Au même Bénin. plus de 20 ans, Ouais. probablement. Et je ne suis pas retourné au Bénin et j'y suis retourné à un moment donné, donc je ne suis plus retourné depuis le décès de mon père, je dirais. Et j'y suis retourné, je pense, à la période où mon frère allait se marier. Mhm. Et j'ai revu mon pays. Au début, évidemment, quand on revient dans son pays, bon, on a une certaine, pas une appréhension, mais on veut retrouver. Bon, Oui. je n'ai pas pu retrouver mes amis que j'avais retrouvés déjà une fois quand j'étais revenu, une première fois. J'étais revenu après 10 ans, je les avais retrouvés, certains. Et puis là, après 20 ans, la ville avait tellement Tout avait changé. Je n'avais changé. plus Ouais. mes repères. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas me déplacer tout seul Ouais. là-bas. Donc, je ne peux pas repérer là où ils habitaient du temps de leurs parents pour aller les Ouais. voir. Et c'est un sentiment assez terrible parce que je pense que c'est ça le vrai déracinement, en fait. Oui. C'est Oui. le déracinement, ce n'est pas être coincé à l'étranger, être perdu, c'est revenir chez soi et ne plus retrouver ses C'est repères. revenir chez soi et se sentir toi-même comme un étranger. C'est ça. Ouais. C'est extraordinaire. Et il faut garder vraiment une certaine tête froide Oui. pour ne pas perdre pied, en fait, parce que ben, on se rend compte qu'on a tout le temps besoin de quelqu'un pour aller à tel endroit. Oui. 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 Et c'est déstabilisant. Oui. J'étais revenu par chance avec un ami, donc qui lui avait l'habitude de retourner et qui m'a guidé un peu. Mais à mon fort intérieur, j'étais vexé là où je suis allé à l'école, parce que moi j'ai fait mon école primaire au Au Bénin, Bénin. À Cotonou, on à parle de Cotonou là? Cotonou, Oui. exactement. Ah, il faut savoir que donc moi j'ai vécu jusqu'à 9 ans Mhm. à Cotonou, Mhm. puis j'ai vécu de 10 ans à 18 ans à Abidjan. Et ensuite, à 18-19 ans, je suis arrivé en France pour continuer mes études. Oui. Donc, on va aller alors donc, dans ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que voilà, on a bien compris que tu étais à Abidjan. Tu as étudié là-bas, tu as fait tes secondaires là-bas. Et puis après, tu dois poursuivre tes études à À l'étranger, l'étranger. en France. Tu arrives en France, tu as 18 ans, tu as dit 19 ans. 18, 19 ans. C'est quoi ta première impression quand tu arrives en France? Est-ce que tu avais déjà été en France? Tu n'avais jamais été en France. Tu arrives en quelle période de l'année? Alors, En été, j'arrive en hiver? exactement je crois, le 1er août. Ok, donc en plein été. C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives dans une société, dans un continent que tu ne connais pas, des peuples que tu n'as pas l'habitude de côtoyer? Ça va surprendre. Oui, vas-y. J'étais déçu. Déçu? Mm. Déçu de quoi? Alors, j- la première impression quand je suis arrivé, Oui, c'est-à-dire que surtout quand on est à Abidjan, oui, euh, donc on a beaucoup de gens hein, qui vivent en France, donc on appelle les Bengués, vivre, oui. il est à Bengué, c'est la classe, quoi, vivre Dans dans ceux qui vivent en Europe. en Europe, Ouais, et qui reviennent toujours avec la sable, il y a toujours tout, ouais, ouais, et surtout, ben, imaginer que c'est un endroit, c'est toujours extraordinaire et tout. ouais, Sauf que moi, j'avais vécu à Abidjan. oui, Et Abidjan, dans les années 80, c'était extraordinaire. J'invite même les gens à les voir aujourd'hui, parce que ça continue à se développer. oui, Il y a eu la période de guerre et puis oui. c'est reparti. Mais Abidjan, quand vous alliez au plateau, ben, il y a d'ailleurs un film qui avait été tourné dans les années 80 où vous avez dit le petit Manhattan.
Oui, mais je vais te couper un tout petit peu parce que ma sœur, elle a passé le nouvel an il y a 2 ans à Abidjan. Oui, Juste avant ou après la Ken. Je ne sais pas, oui, c'est oui, juste oui. avant ou après la Ken. Oui. Et elle était très étonnée d'arriver à Abidjan et de voir à quel point c'était une ville très Moderne, moderne, très en assez avance, assez développée, assez développé. avancée et tout ça. Ouais. Et donc, toi aussi, c'est l'Abidjan que tu connaissais. Moi, Et c'est quand la tu arrives vision. en France, Ça n'avait rien d'extraordinaire. tu ne vois rien qui était fondamentalement différent de ce que tu avais connu. Non, qui était au-dessus. Là, tu arrives à Paris, hein. J'arrive à Paris. Ok. Déception. Tu t'attendais à quoi? Ben, c'est ça le problème. Je pense que il y a une telle influence, une telle attente par Ouais. rapport à ce qu'on nous a dit que on s'attend à quelque chose qui n'existe pas, qui est au-delà. Mhm. Alors que, ben, comme je disais, moi j'avais vécu à Abidjan. Je dis Abidjan dans les années 80. 80. Ça va loin, quoi. Je dis jusqu'à la fin des années 80. On avait déjà le bateau-bus parce qu'ils avaient ouvert des quartiers. Donc maintenant, ces quartiers sont plus proches d'Abidjan, mais c'était Yopougon à l'époque où c'est un nouveau quartier à développer. Et Mhm. comme c'était loin avec le bus, ça prenait, ils avaient mis en place des bateaux-bus qui faisaient de Trècheville au Oui. plateau. Que le plateau, c'est le quartier des affaires, ou de Trècheville à Yopougon. Franchement, il faut que tu m'amènes à Abidjan parce que moi, j'arrête pas d'entendre des noms de quartiers d'Abidjan, Yopougon, Trècheville, plateau, le plateau, Cocody, les deux Cocody, plateaux. la rue Princesse que j'ai entendu la Ah non, chanson Le Premier Gaou. non, mais Donc, bon. Ils avaient les moyens à l'époque, c'est-à-dire que grâce à, je vais pas faire de l'économie de bas niveau, c'est pas à moi. l'ancien Je fais ça président Abidjan. Félix. Félix Houphouët-Boigny, moi c'est Oui. son époque que j'ai vécue. Mais Oui. comme je disais, il faut savoir que nous, pour aller à l'école, au lycée classique, Mhm. le matin, on avait des bus à Qui est- disposition uniquement pour les élèves du ouais. lycée classique et les lycéens qui nous transportaient à partir de 7 heures du matin jusqu'à 9 heures. Et en plus, ces bus-là étaient les mêmes après qui redevenaient les bus normaux. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire, il y avait déjà une certaine organisation très, très poussée et très intelligemment fait qui malheureusement a été évidemment balayée quand il n'était plus là pour faire la soupape de sécurité. Oui. Et puis quand il y a eu les crises dans les La années guerre, 2000, il y a tout eu ça. la guerre et tout. Mais Abidjan était une ville, enfin un pays. Abidjan, la ville, était déjà une ville extraordinaire. Nous, enfin, ça dépend du milieu où on vit. Il ne faut pas non plus prendre ça benoîtement pour dire tout est génial, tout est beau. Mais je veux dire, il y avait des possibilités, on faisait beaucoup de choses, la ville était très développée pour une Mhm. ville africaine, Mais en tout cas, très ce en que tu veux dire, avance. c'est que dans l'apparence, en tout cas, ce que tu voyais Oui. dans la ville, quitter Abidjan dans les années 80 et venir à Paris dans les années 80, il y avait fondamentalement rien de différent. Du coup, tu as été un peu... Un petit peu resté sur ma faim. Mais justement, ça parle aussi des relations entre les peuples. C'est-à-dire qu'on est des peuples, bien sûr, on vit dans des continents différents, mais on a des expériences de vie différentes, on a une façon de voir la vie qui est différente, qui est énormément en fait guidée par ce qu'on voit dans notre environnement. Donc toi, tu viens d'Afrique, tu dis que tu t'arrives en France, tu vois que, en tout cas, ce que tu vois à Paris ne Je ne suis pas t'impressionne pas. impressionné. Mais qu'est-ce que tu as pensé des peuples C'est- de France, en tout cas les Français, tes premières constatations, je dirais? Alors, oui, mais j'ai, en un an, j'ai l'impression que j'ai vécu énormément de choses Oui. extraordinaires, quelque chose que je souhaitais revoir aujourd'hui, je souhaitais à mes enfants qu'ils puissent vivre ça, que je trouve pas, mais c'est un peu stupide. Les choses évoluent, il faut savoir évoluer. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai eu une chance extraordinaire, Mhm. j'ai rencontré des gens extraordinaires. Pas extraordinaires qui sont importants Mhm. ou quoi que ce soit. Non, Des personnes extraordinaires, extraordinaires. personnes extraordinaires dans leur... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme d'habitude à l'époque, on arrive en France, souvent avec un visa provisoire qu'il faut pouvoir renouveler. Mhm. Et souvent, c'est compliqué, ça prend du temps. Et dans ma classe, il y avait un jeune homme, on est devenus amis, Abel. Abel, je ne vais pas dire le nom de Ouais. famille pour Il se reconnaîtra. il se reconnaîtra. Si on le voit, on était vraiment, il était extraordinaire et il était très différent des gens habituels. Donc, il était un peu à part, un peu Mhm. australisé, comme on appelle beaucoup de lecture. Donc, quelqu'un qui avait une intelligence assez forte, assez impressionnante, mais qui en même temps
comme on appelle, il n'a pas pu, il ne matchait pas avec les gens, donc il était à part et on s'est entendu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. On s'est entendu. Alors, je parle de lui d'abord parce que c'est quelqu'un qui a été très important, qui a compté dans ma vie, alors qu'on s'est connus que pendant 1 an. Parce qu'après, on s'est retrouvés qu'une ou deux fois. Et quand mes papiers n'étaient pas prêts, que j'avais peur qu'on m'arrête, Abel a décidé de me cacher chez lui. En tout cas, la plupart des gens que tu as rencontrés en France quand tu es arrivé ont été bienveillantes. Oui, ça je le souligne. Oui, elles t'ont en tout cas, elles n'ont pas montré une forme de rejet de ta part juste parce que tu étais différent. Et ça t'a permis de poursuivre ce que tu voulais faire. Tu as fait ton bac à 1. Et je suis allé à Bordeaux continuer mes études. Alors, effectivement, tu viens de dire quelque chose, un point clé. Oui. Alors, c'est une chance peut-être pour moi. J'ai rencontré des gens bienveillants dès le départ. Ça, il faut le souligner. J'ai rencontré des gens bienveillants dès le départ, probablement qui a fait que j'ai pu continuer, comme tu l'as dit, ce que j'étais venu faire. Donc, j'étais comme on appelle, au Mans. Et voilà, j'ai fait le bac à 1 et je suis allé passer, à l'époque, il fallait aller passer alors c'était pas tout à fait c'était comme des conseils. Chaque école, il fallait aller passer l'examen chez lui. C'était pas comme maintenant où tu passes un général, tu veux choisir. Donc j'ai pris le train, je suis allé à Bordeaux et je suis allé passer le concours d'entrée. Oui. Donc il y avait 3000 postulants et il y a une centaine de places Qui étaient disponibles. Quand tu vas à Bordeaux, c'est pour faire quoi comme études? C'est l'IUT de Bordeaux, technique de commercialisation. L'IUT Tech, ça s'appelle l'IUT Tech de Co. Oui. Et donc là-bas, j'ai fait 90 à 92, non, 90 à 92. C'est en 2 ans. Et donc, c'est des études de commerce, le premier niveau. Qui sont des études, elles sont déjà très orientées parce que la plupart du temps, soit tu deviens commercial ou tu deviens, c'est le secteur. Oui. Donc c'est ce que j'ai commencé au départ. C'était un peu, je dirais, je n'ai pas eu la possibilité de dire est-ce que je vais faire science, je vais faire non. En fait, je dirais un peu, ma mère avait choisi pour moi, puisqu'elle m'envoyait j'ai pensé tech de co dès le départ. Même quand j'étais en Afrique, on pensait déjà tech de co. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Au début, ça devait être Dauphine, et puis après, c'était tech de co. Dauphine, le dossier était plus difficile, donc après, ce n'était plus dans ma tête. Donc, j'ai fait tech de co d'abord. Ouais. Et puis après Tech Déco, donc tu as fait Tech 2 ans. Est-ce que les 2 ans, tu les... Les 2 ans tranquilles, en faisant la fête comme pas possible, parce que j'insiste, parce que c'est vrai que c'est important. C'est important et c'est typé à ça. Non, parce que c'est là aussi où tu bâtis des copains, des relations qui durent une vie. Qui durent une vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que ceux que j'ai rencontrés là-bas, on s'est suivis après à Subdeco. Donc en France, tu peux faire Tech Deco à l'époque. Et tu peux passer le concours passerelle pour aller en Subdeco. C'est quoi Subdeco? Subdeco, donc c'est vrai, effectivement, il n'y a pas d'équivalent vraiment en Belgique. Donc c'est les écoles supérieures de commerce. Ok. En Belgique, tu peux comparer ça un peu à la Vlerick Business School ou à la Solvay Business School. Et donc c'est la partie un peu plus haute, je dirais, et qui, elle, se fait en 3 ans. C'est des écoles payantes, elles sont hors de prix. Et le plus souvent, soit les parents ont les moyens de les payer ou tu as un peu d'économie, les parents payent une partie ou tu fais un emprunt. Souvent, c'est très facile d'avoir un emprunt pour ça parce que tout le monde a un boulot avant de sortir. Les Subdeco étaient très courtisés et tu avais une hiérarchie en France. Donc, tu as au sommet, tu as les pontes. Donc, tu as, comment on appelle Paris X. Hein. Est-ce que HEC fait partie de Subdeco? Alors, il ne fait pas partie de Subdeco, c'est aussi les grandes écoles de commerce. Donc, tu as les 4 gros en haut. Tu as HEC, comment on appelle Sciences Po, l'école supérieure de commerce de Paris, ESCP, tu as l'EDEC, et tu as un autre aussi là-bas. C'est les grosses. C'est eux les gros calibres. Les gros calibres. Et puis après, tu as les autres de province. Tu as Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux. Et toi, tu étais au Subdeco à La Rochelle. À La Rochelle. Alors pourquoi? Pour une raison, parce que c'est celle où j'ai pu postuler et qui avait des coûts. Elle était récente, elle venait de se créer il y a que 2 ans, 3 ans. C'était l'ancien directeur de l'EDEC. Voilà, ça c'est la 4e, l'EDEC. Donc tu as HEC, comment on appelle, Subdeco Paris, EDEC et Lille. Voilà.
Et en fait, elle était récente, donc elle était un peu moins cotée, pour être honnête. Et donc le coût était un peu moins. Mais tu avais le même diplôme Subdeco. Et elle était en très fort développement à l'époque. Elle commençait à signer des beaux accords avec le Canada, avec le tout. Mhm. Donc moi, je suis arrivé là. Euh, c'est très, très bien. Là aussi, tu développes. Et là, tu fais 3 ans en tout Je cas. fais. Alors, j'ai pas pu faire les 3 ans. Oui, Donc, quand je suis arrivé, la première année, ma mère l'a payé. Et il y a eu la dévaluation du franc CFA. Donc, ma mère a perdu, beaucoup d'argent. pas beaucoup, la moitié. Ouais, Et, voilà, c'est ça. en an. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait la première année. La deuxième année, j'ai dû arrêter Mhm. en cours d'année parce que je pouvais plus payer le reste. Et donc, quand j'ai arrêté, ça a été assez difficile. Ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie, je dirais. Oui. Parce que tu sais pas pourquoi tu arrêtes. Je veux dire, tu sais étudier, tu as le niveau des autres, tu fais tout. Et tu dois arrêter parce que ben, tu peux plus Ouais. payer. Donc, c'est-à-dire que quand tu as la dévaluation du franc CFA qui se passe et ta maman elle perd une grosse partie de ses économies, vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Très difficile. Tu es obligé d'arrêter Subdeco dans une école de commerce assez élitiste qui coûte super cher. Mm. Et finalement, tu as une sorte de, allez, euh, d'intervention divine, je dirais, qui vient avec ces allocations qui doivent te payer de rétroactivement. Ouais. Ça te permet de souffler un peu De souffler un peu au moins pour le logement. pour le logement. Voilà. Mais pour tes études, du coup, tu te dis, ouais, tu peux plus continuer en Subdeco. Ouais. Trop cher. Trop cher. J'ai pas les moyens. Ouais. Et là, je décide de retourner à la fac en attendant parce que j'avais toujours encore une soif d'apprendre. Oui. Je considère que j'avais pas fini. Et là, tu continues. Donc, j'ai fait les langues étrangères appliquées. Ouais. Anglais, espagnol, allemand, je sais plus. Et en fait, donc j'ai fait les langues étrangères appliquées. Ça a été une autre période. Voilà, j'ai fait 1 an. Comme je disais, je suis arrivé un peu en retard, mais c'était pour se remettre après le choc Oui, du voilà, c'est ça. boulot. Se rentrer un peu se Voilà. remettre un peu Puis de là, j'ai fait une année de gestion parce que quand même la partie économie, tirée du jeu, ça c'était te mon manquait. but de départ. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait une année courte de gestion et quand je l'ai fait, ben, le goût de l'économie et la gestion est venu. Et de là, je suis rentré en ce qu'on appelle les IUP, c'est les instituts d'université professionnalisés. Donc là, c'est à nouveau un niveau plus élevé où tu deviens pour sortir ingénieur. Et là, j'ai fait la partie financière. Donc j'ai fait l'IUP du Mans, donc ils ont une particularité, c'est que ils ont l'IUP économie sociale, mais la partie financière de l'économie sociale. Donc c'est la finance d'entreprise pour les entreprises Oui. non, c'est pas elles sont non lucratives, on dit, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas les bénéfices à des actionnaires, Oui, mais oui, c'est oui. pour redévelopper le secteur. Oui, pour Donc investir. c'est-à-dire associations, ASBL et coopératives, tout ça. ASBL, tout. Ouais. Mais moi, je me suis intéressé à la partie des grosses entreprises de ça. Donc, tu as en France, tu as la partie les mutualités qui, comme on appelle, qui font de l'assurance en fait. Quand tu décris ton parcours, tu as fait en tout cas beaucoup d'écoles. Oui. Tu as fait zigzag, un tout petit peu comme ça. Tes dernières études, c'est celle qui te permet d'avoir ton diplôme. C'est un diplôme de master. Oui, c'est ça, un diplôme de master. Qui s'est conclu avec ce travail de fin d'études sur la réforme des mutuelles. Ça, ingénieur maître en gestion financière. Donc, tu as un gros background en finance alors. Moi, je viens de la finance. Je ne viens pas du tout de l'IT. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Moi, j'ai fait des études d'économie appliquée. Voilà. Mais je fais aujourd'hui je suis dans l'IT. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on est comme tu dis, hein, mais alors pourquoi? Mais parce que en économie appliquée, tu utilises l'IT concrètement, réellement. Ouais, un tout petit peu. Allez, je pense que moi, les études que j'ai fait, c'était des études analyse et recherche. J'étais un peu destiné à faire de la recherche. Ouais. On a eu des bases, je dirais, en statistique. Et donc, l'application de l'IT plutôt au niveau de la modélisation. La modélisation. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la même chose pour moi. Quand j'ai fait Subdeco, les trucs qu'on a fait au début, c'est que comment on appelle, l'IT était un outil primaire pour nous. Et souvent, on était insatisfait de toute façon de l'outil qu'on nous faisait et on voulait les faire mieux alors qu'on n'est pas informaticien. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, c'est tout simplement. Tu fais des études en finance. Purement. Pure finance, n'est-ce pas? Gestion finance. Gestion finance.
Tu t'y connais sur les chiffres, tu sais faire des ratios rentabilité, retour sur investissement. Tu, tu connais un peu l'IT, je pense que beaucoup de gens, tu sais un peu bricoler, mais tu as une opportunité qui arrive chez toi, on te dit, ok, est-ce que tu peux avoir ce boulot d'été pour remplacer une personne en vérité, Ouais. juste le temps de l'été. Mm. Est-ce que quand tu rentres dedans et que tu te retrouves dans un contexte professionnel, c'est-à-dire peut-être que pour toi, Exact. c'était pas encore ça Non. dans ta tête, mais c'était réellement un contexte professionnel. Là, tu es directement. C'est bien ce que tu dis, c'est que avant, je faisais toujours les trucs, je dirais, il n'y a pas de réussite à foire. Voilà, c'est Là, ça. cette fois-ci, tu y vas et tout ce que tu fais a une conséquence. Oui, Alors qu'avant, non. oui. Mais comment tu apprends à faire. À quel point c'est difficile pour toi quand tu commences à faire le switch pour commencer justement à gérer des systèmes, faire du support sur des systèmes qui sont réels, qui sont peut-être le backbone en fait Ils sont en temps d'un flux réel. industriel réel avec des réalités économiques. Alors, je pense que là, il y a eu quelque chose qui peut-être, comment on appelle, qui a eu un cas important, c'est que la personne que je l'ai remplacée, Mouda Mabare, qui s'appelle, c'était un speed, mais en même temps passionné par son boulot. Mhm. Et donc, il avait une façon de l'expliquer où j'avais pas le temps de penser à autre chose. Je devais suivre parce qu'il expliquait très vite et il bougeait très vite. Et en fait, je pense, avec quand j'y ai repensé des fois, je me dis, qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête? C'est que ben, je faisais tout pour suivre ce qu'il me dit tout le temps parce que j'avais peur de ne pas pouvoir ingérer vu qu'il allait partir. Mhm. Et donc, j'ai oublié en fait j'ai oublié de réfléchir. J'avais juste un objectif, c'était d'être sûr de comprendre tout ce qu'il disait. Voilà, c'est ça. Donc tu as appris, tu été obligé d'apprendre très rapidement. Très rapidement. Et donc tu restes là 3 ans, t'as dit. Alors, après, je suis resté 3 ans avec eux, effectivement, jusqu'à 2001. 2001. Et j'ai proposé quelque chose, un outil. T'as Et proposé je quel trouvais. outil? Alors, c'est parce que à l'époque, donc, bon, l'IT évoluait et il y avait, comment on appelle, donc il y avait Solaris et puis il y avait un autre là, j'ai oublié le nom. Et un des points de l'informatique qu'on oublie aujourd'hui, c'est le partage d'informations, le partage de documents, le partage de c'était quelque chose qui était clé. Et il y avait UnixWare qui existait, voilà, le nom me revient. Et ils avaient choisi ça, mais ça vient d'en haut, ça vient du siège. Donc, ils utilisaient ça pour le partage de documents pour les plans dans l'atelier. Ok. Moi, je travaille sur un site de production industrielle Oui. et ils ont des ateliers qu'on appelle de confection et des ateliers de découpe de mousse. Et il y a des plans, il y a des fichiers qui produisent, qui partagent entre les différents points dans l'entreprise. Ok. Et donc, bon, Et ils utilisaient cet outil-là. pour le partage de fichiers, c'est anecdotique. La seule chose que je trouvais que ça fonctionnait mal, que c'était Scrap. Donc, j'ai proposé une autre solution Ok. pour le faire. Donc, c'était quoi? C'était des serveurs Linux, tout simplement, qui faisaient tout ce que ça faisait, sauf qu'ils ne payaient pas et tout. Mais Linux n'avait pas encore l'aura qu'il y avait aujourd'hui. Parce que là, je parle quand même de 2000. Hein, donc. Ok. Et donc, j'ai dit, voilà, on peut utiliser à la place. C'est plus stable, on l'a essayé et tout. Ça n'a pas été accepté. Et de la même façon, il y avait un problème qui était tout simple, c'était que Recticel a grandi aussi par rachat externe. Mhm. Et par exemple, quand ils développaient des outils, à un moment, ils ont compris qu'il fallait un peu rationaliser leurs outils et utiliser les mêmes outils dans plusieurs endroits. La seule chose qui se posait, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens développaient avec Access. Mais aujourd'hui, on n'y pense plus, mais Access avant était localisé. C'est-à-dire que quand ils développent avec Access en français, si tu l'utilises en anglais, tu as des problèmes. Vice-versa. Et quand tu parles d'Access, tu parles de Microsoft Access. Microsoft Access. Ouais. Voilà, De la suite Microsoft. Tout le monde que tout le monde pour faire connaît. des trucs. Des petites bases de données. Et il s'est fait que la partie anglaise de Recticel avait développé un outil que Recticel a décidé d'implémenter aussi en France. Mais c'est les Anglais qui l'avaient développé. Donc, ils ont développé ça avec le Access anglais. Quand ils l'ont mis en France, ça ne marchait pas bien parce que les Windows étaient en français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée était de le faire tourner dans une machine virtuelle en anglais pour que ça fonctionne bien. Donc, j'ai proposé VMware.
n'ont pas tiqué. Donc, moi, je connaissais VMware déjà à l'époque. C'est les tout débuts de VMware, quand ils étaient encore... VMware qui est une... qui est un outil de virtualisation Voilà. qui aurait pu permettre de faire tourner un OS en anglais pour faire tourner l'application dessus. Oui. Et ils n'avaient pas le problème. Oui. Et donc, ils ont douté. Et à ce moment-là, on était à l'an 2000. Il y avait le fameux bug de l'an... On était en 99, pardon. On allait arriver en 2000. Et ils ont embauché une des personnes de mon parcours qui est le plus important, dont on va parler maintenant. Il s'appelle Reda. C'est un de mes meilleurs amis qui est ici à Bruxelles. Et ils l'ont embauché. Il était très jeune à l'époque. Et je crois que c'était le plus jeune chef de projet passage à l'an 2000. Il était le chef de projet passage à l'an 2000 pour Recticel en France. Donc, il faisait la tournée des sites. Et il est venu sur le site où j'étais. Et on a sympathisé et je lui ai parlé des deux problèmes. Aussi bien du problème de l'Unix à la place de UnixWare pour le partage de documents, que du problème et que le VMware qu'on pouvait faire tourner pour tel chose. Il a écouté, il a dit tu vas venir à Paris. Le siège était à Paris pour montrer. Donc, je suis allé à Paris, j'ai fait la démo du truc et ils s'étaient impressionnés. Et ils ont adopté le VMware parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Mais le Linux, ils ont refusé. Et donc, après, moi, je dis écoute, moi, je vais démissionner. Maintenant, c'est bon, j'ai fini. Et puis, de toute façon, je vous propose un truc. Mais on perd du temps. Nous, ça pose des problèmes tous les jours. C'est concret. On n'avait pas donné de solution. On ne voulait pas. Et puis là, ils m'ont dit attends, non, tu ne peux pas partir. Il y a quelqu'un qui doit te parler. Ah, ok. Bon. Suspense. Et suspense, ça n'a pas duré longtemps. Donc, en fait, ils étaient en train de construire une équipe au siège à Bruxelles ici, qui allait être un peu l'équipe IT, qui allait harmoniser les solutions du groupe au niveau mondial. Et donc, et Reda allait en faire partie. Lui, il était déjà parti. Et celui qui chapeautait ce groupe, donc en allemand, Konrad, est venu me voir et puis m'a dit ouais, tu veux pas venir travailler avec nous, enfin, comme d'habitude, machin. Je dis ouais, pourquoi est-ce que je vais aller là-bas? C'est un risque, je connais pas et tout. Il a dit telle quelle cette phrase qui est devenue mon slogan. Et tu sais, no risk, no fun. Hein. Yes. Je fais ça samedi. Ouais. Et j'ai fait OK. Et je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit on a 2 semaines pour décider si on part ou pas. Mais dis-moi, quand tu décides de quitter la France pour venir en Belgique, ta situation personnelle, t'étais déjà marié, t'avais déjà des enfants? Oui, je m'étais marié. Non, je n'avais pas d'enfants. T'avais pas d'enfants? Marié en 98. Oui. Pendant que j'étais... C'est au moment où quand tout à l'heure j'ai dit, j'ai fait l'été chez eux, et puis j'ai dit, tiens, maintenant il faut que je parte. Et en fait, ils m'ont signé un contrat, je suis resté, et je me suis marié quelques mois après avoir commencé. C'est facile alors à ce moment-là de prendre un peu plus de risques, je pense, à ce niveau-là. Exactement, tu as raison. Alors, c'est facile dans ce sens. Bon, tu as un peu moins de contraintes. Pas d'enfants. Ouais, pas d'enfants, pas de... pas de... Alors, les attaches, moi, je suis arrivé en France, j'étais au Mans, je suis allé à Bordeaux, à La Rochelle, je suis revenu au Mans. Je pouvais partir à nouveau, comment dire. Et j'avais pas, comment on appelle, moi c'est pas là où il y a les amis, je dois pas forcément habiter avec eux pour que ce soit, je préfère venir les voir très souvent que de dire que je vais rester. Donc comme tu l'as dit, effectivement, tu peux prendre plus facilement des risques. Mais est-ce qu'il y avait des gens ici en Belgique que tu connaissais? Personne. Sauf Reda et le deuxième qui était aussi de mon associé par la suite. Je connaissais que Reda ici en Belgique. Ok. Et donc, cette deuxième position, tu la prends, tu vis en Belgique, tu continues et tu fais ça encore longtemps avant de continuer peut-être sur autre chose ou bien... Alors, la même chose, donc on est arrivé en Belgique en 2001. Je travaillais chez Recticel. Et à un moment, on nous a proposé, ils voulaient un peu réduire. On avait une idée sur laquelle on travaillait déjà depuis, avec Reda et Laurent, on était les trois. Et on a décidé de démissionner ensemble, tous les trois, du jour au lendemain, pour lancer notre propre boîte. Mais c'était quoi le plan pour vous de démissionner? C'était quoi avec... On voulait créer notre boîte. Dans quel domaine? Alors, on était en train de développer une solution
de gestion de production qui s'interface avec les ERP. Et en premier, c'était avec SAP. Et SAP le voit comme un autre SAP. Ok. Et il s'occupe du production planning. Il s'appelait UPM Soft, Universal Product Management System. Et on était en train de développer ça. On passait nos nuits dessus. Ok, attends. Donc, c'est-à-dire que quand toi et tes amis, tes collègues à l'époque, je dirais, Reda et les autres, vous travaillez ensemble, vous vous êtes rencontrés en France, vous venez tous ici délocalisés en Belgique. Mm. C'est à quel moment que vous commencez à bosser sur ce produit-là et d'où est venue l'idée? L'idée est venue de Reda, c'est sûr, Ouais. parce qu'on ne trouvait pas de solution sur le marché qui fasse ça. Donc, aide-nous un peu à comprendre. Donc, tu l'as expliqué tout à l'heure avec l'interface entre SAP et les production planning, mais c'était quoi exactement ce qui manquait à cette solution-là que vous avez trouvé qu'il y avait un vide? La gestion du shop floor, donc ce qu'on appelle le shop floor dans une usine, c'est l'atelier là où on fabrique réellement. Donc, Oui, qu'est-ce qui se passe dans une industrie? On reçoit des ordres, oui, des commandes. oui, Les commandes vont être transformées en ordres de fabrication. oui. Et ensuite, il faut planifier les ordres de fabrication. Planifier les ordres de fabrication, ce n'est pas juste donner une date qu'on va le faire. C'est savoir que tel produit est disponible, tel composant à telle échelle, il va être là pour le faire. Puis, il va alimenter les usines en marché selon pour fabriquer un téléphone. Tu as des pièces qui font 20 cm de long, ou 15, et d'autres font 1 millimètre et tout. Mais il faut pouvoir calculer en combien de temps ils vont être là, combien de temps ils vont traîner, combien de temps on les assemble, ainsi de suite. Et donc, tu as l'éclatement de tout le produit en plusieurs composants qui s'assemblent au fur et à mesure. Et l'organisation du shop floor est stratégique pour une entreprise parce que si cette partie n'est pas faite, elle est tout le temps en retard. On ne peut pas lancer les productions, on ne sait pas quand on va livrer, parce que justement, quand tu lances, c'est pouvoir donner la date à laquelle ça va être fini, pour qu'on planifie aussi la logistique. Oui. Donc, c'est la partie, le cœur de l'entreprise qui est là. Et il y avait assez peu d'outils qui le faisaient. Qui permettait au fait d'assurer que tous les composants d'une production soient bien lisses. ils soient lissés. On sait quand chaque composant sera là et quand on pourra effectivement commencer à assembler, à produire. Alors, ça dépend aussi des produits. Tu as des produits qui sont assez basiques, on assemble juste. Ou alors, si c'est de la mousse à produire, c'est de la chimie. Puis après, on découpe. C'est pas... Donc, vous démissionnez. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, comme je disais, on était assez haut dans l'organisation de la boîte. On avait accès à la direction et on traitait des choses critiques dans la boîte. Oui. Donc, on allait voir le PDG et on a dit qu'on va démissionner. Et on voulait le prévenir à l'avance plutôt que ça vienne. Parce que disons qu'entre nous et le PDG, tu as 3 personnes. Tu as notre boss, tu as le directeur financier et le directeur international des trucs. Voilà. Donc, on est allé le voir, on a dit qu'on va démissionner. Et voilà, parce qu'on ne vit rien, on pense que ce n'est pas correct. Ça fait d'accord. Il a dit, OK, pas de problème de démissionner, mais ne faites pas de grabuge. Faites correctement ce qu'il vous reste à faire et vous démissionnez. Voilà. OK. Mais le déclic, il est arrivé à quel moment alors? Le déclic de quand votre projet, justement, vous trouvez quelqu'un qui croit en ce que vous faites? Alors, il y a eu, comme pour tout projet de ce type, des moments très difficiles. C'est pas que tu n'y crois pas, tu vas y arriver, c'est que tu sais pas quand tu vas y arriver. Oui. Donc, on le faisait et on a fait l'erreur habituelle. On pensait que, parce que c'est nous qui connaissions le projet, c'est nous qui pouvons le vendre. Et cette erreur a duré pendant un moment, jusqu'à ce que, par hasard, donc, comme nous, on était expatriés ici, la dame, on avait des bonnes relations avec la dame qui nous a fait tous les dossiers pour qu'on rentre chez Recticel, qui s'occupe des cadres internationaux de Recticel. Et il y a eu, on a gardé, comme je dis, toujours des bonnes relations. D'ailleurs, au début, nos bureaux étaient dans le même bâtiment que Recticel en Belgique. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est arrivé, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Chine a intégré l'OMC, les boîtes européennes ont commencé à réduire la valeur, IBM à Belgique a fermé, a licencié tous ces gars, ces commerciaux, dont la femme de la dame qui était chez Recticel, qui s'était occupée de nous.
Et donc, elle nous a appelés. Elle savait qu'on avait créé notre boîte. On n'avait pas de commerciaux. Le lendemain, tu as la dame là qui appelle et dit, ouais, il y a son mari qui a été licencié. Est-ce qu'on ne voudrait pas l'embaucher? On se regarde. Wow. L'embaucher, on peut pas l'embaucher. On n'a pas de sous. Ouais. Et pendant ce temps, on démarchait une usine comment on appelle, euh, Liège, Ouais. Atelier François. Ça avançait petit à petit, mais ça n'avançait pas tout à fait complètement. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a ce monsieur qu'on dit pourquoi pas, voilà, on va voir. Et on trouve un accord avec lui. Et l'accord, c'était qu'on lui payait un minimum. Okay. Et il y aurait, comment on appelle, une prime s'il trouve un client. 2 semaines après, il trouve ça, c'est les deals qu'on donne souvent aux commerciaux. Pour les commerciaux, oui. Ouais. Il venait de chez... Mais lui, il avait un carnet d'adresses. Ouais. Et lui, il sait vendre des produits. Nous, on est des techniques. Oui, clairement. Et c'était l'erreur qu'on faisait, qu'on croyait qu'on pouvait vendre. Donc, il prend tout, il fait son carnet. 2 semaines après, il trouve un premier client. Atelier, qu'on appelle Mécar Industrie, qui fabrique les obus de mortier. On présente le truc, il claque les yeux. 2 mois après, on signe. Wow. On signe. Et il faut savoir que quand tu vends du soft, donc tu signes le soft, tu le vends les licences. Puis tu vends aussi l'implémentation. Okay. Plus la maintenance. C'est des contrats de longue durée. Ouais. Donc, on reçoit déjà plus d'argent qu'on a gagné en, je sais pas, 5 ans. Enfin, un gros paquet de fric. Ouais. Et à peine 1 mois après, l'autre aussi a signé. Ok. Donc, ça, c'est le truc qui est marquant. Premier signe. Ça déclenche les autres qui signent. Et la boîte, alors, vous commencez à recevoir ses premiers clients, vous commencez à avoir des revenus, la boîte commence à tourner. La boîte, comment est-ce que vous, d'abord, entre vous trois, c'est facile, en fait, de travailler à 3 comme ça sur un projet, surtout quand il commence à avoir de l'argent? Là, ça devient compliqué. C'est pas le problème qui a commencé à avoir de l'argent, c'est que c'est bien de vendre, mais il faut livrer. Ok. Et le développement, ça consomme du temps. Et là, on a commencé à créer une équipe de développement. Alors, pas ici, on l'a créée en Égypte, grâce à Reda, est d'origine égyptienne. Donc, on a créé une équipe là-bas qui a commencé à grandir et on a eu aussi des clients là-bas. Et donc, on avait 3 gros clients en parallèle, même un 4e. Donc, on avait les 2 ici, Atelier François et Mécar Industrie. On a eu, comment on appelle, le leader... pas mondial, mais le leader du Moyen-Orient pour les huiles et les cartons ondulés. C'est les cartons dans lesquels on met les fruits et légumes au marché. Et donc, pour pouvoir l'implémenter, lui, on a dû créer l'équipe de développement là-bas. On a développé notre plateforme sur laquelle les équipes développaient. C'est qu'ils développaient pour ne pas qu'on pique le code et tout. En fait, ils développaient dans des sessions Linux qui étaient ici, dans des VM. Et on suivait ça en heures décalées, on travaillait comme ça. Oui. Donc là, il fallait de la workforce. Donc vous deviez commencer à engager. Ouais. Et donc, on n'a pas engagé ici. On a engagé là-bas parce que le gros client sur lequel on espérait qu'elle allait tout faire exploser était là-bas. Oui. Ici, c'est vrai, ça payait, c'était un demi-million, les licences et tout, mais c'était épineux là-bas. Ça allait être titan parce qu'on allait... Ouais. Voilà. Et donc, on a fait, et ça fonctionnait. Ça commençait à fonctionner bien jusqu'aux révolutions arabes. Printemps arabe, qui ont eu lieu vers 2011, je pense, quand ça a commencé en Tunisie. Ouais. Et là, on a dû fermer le bureau de développement parce que les gens ne venaient plus travailler. Ah ouais. Et donc, à ce moment-là, est-ce que la boîte, elle reste quand même viable toujours ou La boîte était toujours viable, mais comme on appelle, les difficultés arrivaient. On a livré certains clients, mais on touchait un plafond de verre, on n'arrivait pas à passer l'étape d'après. On n'y arrivait pas. Oui. On bloquait pour pouvoir... On n'arrivait pas à scaler. Oui. Ça marchait plus. C'est à quel moment vous avez réalisé que ça arrivait à la fin? Quand on n'arrivait plus à progresser, c'est-à-dire à décrocher plus de clients qu'on en avait décroché avant. Okay. Mais on n'arrivait pas à progresser. C'est qui a décidé finalement que... bien c'est arrivé. C'est arrivé un peu... bon, d'abord, comme j'ai dit, Laurent a été le premier à quitter le bateau.
Et puis après, moi, j'ai vu que ça ne fonctionnait plus, donc j'ai décidé de créer une autre boîte. Mhm. L'autre était là, c'est pas on a arrêté avant. J'ai créé déjà deux boîtes avant même d'arrêter ça. On a tous créé, on savait créer déjà plusieurs autres boîtes, hein, c'est pas Mhm. le problème. Donc, moi, j'ai créé les autres boîtes, mais qui n'étaient pas en concurrence avec UPM Soft. C'est pas dans le même secteur du tout. Oui, Et comme on appelait la fin, j'ai dit je ne pouvais pas faire comment je voulais faire mes nouvelles boîtes et ce que je fais dans UPM Soft. ok. Mais il y a quelque chose que sur lequel j'aimerais avoir ton avis. C'est-à-dire que si je regarde un peu cette discussion qu'on a eue jusque là, on a beaucoup parlé de d'où tu viens, là où tu as grandi, entre le Bénin, la Côte d'Ivoire et tout ça. Tu as été dans des écoles un peu élitistes et tout ça. Et aujourd'hui, tu es rentré, en tout cas, dans le monde professionnel, là où je dirais, là où les relations, en tout cas, et pour quelqu'un qui veut entreprendre comme toi, devraient pouvoir t'aider à faire une forme de différence. Si tu as eu des relations, si tu as étudié dans ces écoles élitistes, hein, et que tu connais ces gens-là, c'est peut-être pour que quand tu dois lancer un business, ça puisse servir à quelque chose. Est-ce que tes relations t'ont aidé dans tes entreprises? Alors, les relations m'ont pas aidé en fournissant une aide directe. Oui. Par contre, les relations, en les fréquentant, je dirais que cet environnement de relations te, te pousse toujours à faire quelque chose en plus. Parce que ce sont des cercles où les gens ne restent pas statiques à une seule chose Mhm. systématiquement. C'est vraiment honnête. C'est-à-dire que même ceux qui ont déjà créé une boîte, où ils ont repris la boîte de papa, parce que j'en connais aussi plusieurs qui ont fait, quand ils ont repris la boîte de papa, ils ont refait encore d'autres choses à côté. Ou alors, même quand on leur a confié une boîte. J'ai un copain, euh, j'ai retrouvé dernièrement, on lui a confié deux boîtes, mais il les a fusionnées pour faire une boîte qui est plus costaud maintenant, alors qu'il aurait pu continuer à gérer les deux boîtes. Mhm. Oui. Donc, tu croises des gens où il y a toujours une volonté, alors je dirais pas toujours améliorer, je vais pas m'avancer à ça, mais une volonté de toujours faire avancer les choses, construire les choses. Et ce n'est pas forcément une chose qui va impacter la planète entière. Parfois, ça peut être une chose qui aura un impact à leurs yeux, à eux. Si on est dans un cercle, alors c'est pas du tout une critique, on n'est pas obligé d'être toujours on the edge pour faire des trucs, mais on a plus, qu'on appelle je dirais, l'opportunité de faire des choses selon les cercles dans lesquels on gravite. Oui. Et toi, Ça c'est vrai. t'as toujours eu un cercle. Je pense, oui, lié au fait que j'ai, comment on appelle, disons, tous les parcours que j'ai eus. Effectivement, je me rends compte maintenant que c'est ça qui fait que j'ai autant de cases qui reviennent et que si j'avais eu un parcours plus monolithique, probablement non. Ça, je le reconnais. C'est le fait que, parce que je ne me lève pas tous les matins, j'ai une super grosse idée à aller créer. Non, Oui, il y a des choses qui se mettent ensemble. oui, Voilà. ouais. Non, en tout cas, tu t'entoures avec des gens aussi qui viennent avec ce type de. Je pense que c'est aussi un choix, Ouais. effectivement. C'est quoi aujourd'hui ta relation avec l'Afrique? Ça fait maintenant, tu dis que tu es arrivé en France en 89, Oui. donc ça va faire bientôt presque 40 ans. Mm. Non, un peu moins de Ouais, 40 ans, mais voilà, ouais. on est autour. Ouais. C'est quoi aujourd'hui ta relation avec l'Afrique? Ben, l'Afrique, elle ne me doit rien, je lui dois rien. Je vais Ouais. dire ça comme ça. Par contre, c'est mon pays d'origine. Je dis pas que je peux y faire des choses parce que ils nous ont pas attendu ceux qui sont là-bas pour faire des choses. Ils font Mhm. des choses plus que je ne peux le faire parce que justement je le vois parce que quand j'ai des relations avec comme on appelle beaucoup là-bas, j'ai des relations très avancées avec certains qui ont choisi, eux, ils sont allés plus loin que moi je n'ai fait, c'est-à-dire que ils ont complètement quitté ce qu'ils faisaient en Occident. Je dis Pour pas en repartir Europe, là-bas. parce ils sont pas en Europe, il y en a qui étaient aux États-Unis, sont rentrés, ils ont créé là-bas et ils Mhm. sont allés très loin.
et ils font des choses structurantes. C'est surtout ça moi, qui me passionne. C'est ce qui est structurant. Et je regarde ça avec un grand respect. Et j'ai dit que, effectivement, pour ne pas se mentir, nous savons que l'Afrique a besoin comment on appelle, de corriger certaines parties. Eh bien, si, je pense que je vais le faire, ma partie. Tu penses que tu auras un rôle à jouer dans le progrès, en tout cas? Je ne sais pas si j'aurai un rôle à jouer. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas forcément besoin de moi, mais je vais continuer à faire des choses en Afrique comme un Européen l'aurait fait ici. C'est-à-dire qu'un Européen qui serait dans ma position le fait. Mais je ne vais pas le faire en Afrique pour ne pas le faire en Europe. C'est pas ça. Les deux me vont. Je peux bien faire les deux. J'ai la capacité de faire les deux. Je ferai les deux. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça a toujours été important comment on appelle, j'accepte bien les deux cultures que j'ai eues comme ça. Oui. J'ai la culture africaine, j'ai la culture occidentale. Oui. Je les revendique toutes les deux et je sais pourquoi est-ce que je conserve les deux. Je ne l'ai pas théorisé, mais il arrive parfois que j'ai des discussions, comment dire, assez claires, assez carrées sur la chose. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que ce ne sera pas mon avantage d'aller m'installer et de rester tout le temps pour le faire, parce que je vais perdre quelque chose qui me permet d'avancer. Est-ce que, donc toi, tu as plus d'attaches, je veux dire, tu as dit que tu as vécu beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, après toutes ces années passées en Europe, à l'étranger, en tout cas, je dirais. Tu tends beaucoup plus d'attaches pour quel pays En Afrique ? Oui. Je dirais, oui, le Bénin, alors que c'est là où j'ai vécu le moins, honnêtement. Mais j'ai beaucoup plus d'attaches. Mais c'est aussi simplement parce que ces derniers temps, le Bénin a pris, comment on appelle, a beaucoup évolué. Quand j'y allais, tous les 3 mois, j'y allais, je voyais le changement. C'était incroyable et ça compte. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai été vite fait au Bénin, à Cotonou, il y a très longtemps, n'est-ce pas ? Et quand j'ai vu, quand j'ai en tout cas je suivais Patrice Talon, qui est le président du Bénin, avant qu'il ne devienne président. Oui. C'était un homme d'affaires assez connu. Dans le coton. Oui, voilà, dans le coton, qui était assez riche. Et je me disais que ce mec-là, ça serait bien, franchement, s'il devient président du Bénin et tout ça. Eh bien, je vais t'emmener, on va faire le tour Bénin et Côte d'Ivoire. Tu ne verras plus l'Afrique de la même façon. Mais il y a quand même eu, dernièrement, je pense qu'au Bénin, il y avait des petites... oui, il y a eu une tentative de coup d'État. Mais est-ce que tu penses que de manière générale, tous les pays d'Afrique auxquels tu es attaché, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, tu penses qu'ils vont dans la bonne direction, aussi bien d'un point de vue économique, mais que d'un point de vue aussi humain et social Je pense sans trop m'avancer que on doit se préparer à des périodes difficiles dans ce qui vient, parce que je crois que ce serait dangereux d'ignorer ce qui était en train de se passer entre le Sahel et les pays côtiers. En tout cas, au niveau dynamique et économique, je pense que oui, ce qui se passe est bien, parce que moi, je ne pouvais plus accepter que des enfants meurent parce qu'il n'y avait pas d'aspirine. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Ma mère y est. C'est pas, j'en parle pas parce que j'ai personne là-bas, que je vais qu'en vacances. Non, moi, je vais pas en vacances là-bas. Ma maman vit à Lomé. Je ne pouvais plus accepter. Mon frère est rentré, il travaillait à l'ambassade de France au Nigeria. Il est rentré pour une semaine de vacances, il est mort parce qu'il a eu une raison, il est allé à l'hôpital, ils n'ont pas soigné à temps, il est mort. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu as l'impression que ça va dans la bonne direction. Oui, ça va parce que les gens font des efforts. Il y a des pays où ce n'est pas facile, parce que même ceux qui font des efforts ont du mal à y arriver. Mais aujourd'hui, je pense que ça va dans la bonne direction parce que, comment dire, tout le monde ne va pas ensemble à la même vitesse dans la bonne direction. Par contre, on voit bien qu'il y a des prises de conscience qui, même si ce n'est 10% ou si c'est moins de 30%, mais qui savent qu'ils ont des choses à faire. Il y a encore des poches, je dirais, c'est assez fou qu'encore aujourd'hui, on a, comment on appelle, les présidents à vie
qui sont toujours là. C'est assez dommage parce que c'est la seule chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ils ont des copains européens qui te l'ont mis et qui voient bien qu'on change tout le temps de président en Europe et que eux pensent que c'est mieux que eux ils le font. Moi, je n'ai jamais cru avant Patrice Talon, je n'ai jamais cru à l'homme providentiel. Mais, Alors, visuellement, tu penses que Patrice Talon l'est je peut-être un tout petit peu. pense que la période qu'il a faite Ouais. était stratégique pour nous, extraordinaire. La seule chose, j'ai des amis quand j'y vais qui se plaignaient que ce n'est que pour ses potes. Je ne vais pas mentir. Mais parfois, je me dis, ok, pourquoi pas? Et que maintenant, ça peut être pour un peu plus tout le monde. Oui. Ou plus de gens. Pas tout le monde, forcément, parce que c'est difficile. Mais plus de gens, pourquoi pas? Je préfère le Bénin que je vois aujourd'hui, quand je suis allé les dernières fois, l'année dernière autre, que le Bénin que j'ai vu il y a 15 ans. Oui, mais tu as parlé tout à l'heure du fait que les présidents, par exemple, africains qui décident de rester président à vie, on ne va pas parler du Cameroun ou de Guinée, tous ces présidents qu'on connaît, et fameusement le padré de tous les présidents, Mobutu, qui a montré le chemin vers la présidence à vie. Mais, et tu fais un comparatif avec l'Europe. On a parlé au début du fait que les sociétés ont grandi dans des environnements différents. C'est ça. Les réalités sociales sont différentes. Absolument. Et l'histoire, je veux dire, ce qui conduit au fait à un système de gouvernance, c'est aussi fondamentalement lié à l'histoire. Et l'histoire des peuples est aussi fondamentalement différente. Est-ce que toi, tu penses que le modèle de gouvernance qu'il faudrait dans certains pays d'Afrique, c'est celui qu'on voit ici en Europe? C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, je parle ici fondamentalement, on va pas aller dans des spécificités, mais je veux dire sur le côté le plus fondamental d'un modèle de gouvernance démocratique avec une alternance sur la tête de l'État et tout ça. Tu penses que c'est ça qu'il faudrait comme approche de gouvernance? Je ne pense pas qu'on puisse avoir exactement le même modèle de gouvernance qu'on a en Europe chez nous, pour les raisons où le niveau où l'Europe est arrivée pour voir ce modèle de gouvernance, c'est une étape qui s'est faite. Voilà. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Je crois qu'on doit trouver une voie à nous, une voie à l'Afrique, qui est peut-être en s'inspirant un peu de différentes choses qui se sont passées, en s'inspirant de notre histoire. Quand j'ai s'inspiré, c'est de se rappeler les problèmes qu'on a eus, qu'on les a eus, et de ne pas les refaire de la même façon. C'est d'apprendre de ça pour le faire, comme les autres pays ont appris de leur histoire pour construire leur modèle économique, leur modèle social. Si tu devais citer 4 ou 5 pays aujourd'hui qui avancent dans la bonne direction, et si tu veux en citer ceux que tu penses qui devraient être les piliers, les pays d'Afrique qui sont, entre guillemets, qui devraient être le pilier du développement du moteur économique africain, tu vois quoi comme pays? Alors, quand tu dis le pilier, moi j'ai vécu une période en Afrique où tu avais des économies régionales qui rayonnaient. Oui. Et il y avait un double effet. Il y avait un effet pervers et puis il y avait un effet qui était d'entraînement qui aurait pu fonctionner. Tu as eu la Côte d'Ivoire qui était l'économie régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec même mieux que le Sénégal à l'époque. Et l'effet qui était bon, c'est que ça faisait un développement économique qui se reversait peu à peu sur les autres. Mais l'effet pervers, c'est qu'il attirait tous et que les gens ne restaient pas assez chez eux pour développer leur pays localement. Maintenant, si on parle de celles qui sont des piliers qui continuent, il y en a certaines qui sont automatiquement visibles. Comme je disais, tu as le Nigeria qui est un des plus gros piliers de la partie anglophone. Tu as le Congo qui est un pilier, mais qui est un pilier qui est fragile parce qu'il n'y a pas suffisamment de normes. Alors quand j'ai normes, ce n'est pas normes sanitaires ou autre chose, mais c'est des normes de gouvernance pour que ça puisse le faire. Et ce qui est terrible dans ce cas, et ça illustre bien le reste pour l'Afrique, c'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font au Congo, mais le volume de son impact n'est pas suffisant pour être vu, pour savoir que des choses avancent. Et ça, c'est la même chose pour d'autres petits pays africains. C'est-à-dire qu'ils ont des choses qui avancent. Mais l'impact de ce qui est fait n'est pas suffisant pour provoquer un entraînement.
Mais ce qui manque, on parle beaucoup de gouvernance, on parle beaucoup d'insuffisance à ce niveau-là en Afrique, mais effectivement, c'est le point le plus important. C'est la gouvernance, c'est aussi investir dans les infrastructures. C'est peut-être ça aussi qui fait défaut. Mais les infrastructures, c'est-à-dire, en fait, c'est pas simplement que ça fait défaut. On ne, nulle part, tu ne verras, on investit dans une infrastructure pour investir dans une infrastructure. Non. On investit dans une infrastructure si elle va servir à rapporter quelque chose. Et c'est peut-être l'erreur qu'on fait quand on arrive, on dit, ouais, il n'y a pas de route ici dans mon quartier, il n'y a pas de... Tu veux dire. Mais la question à se poser, c'est que si tu vois, il n'y a pas de route, mais tu vas les voir construire une super route. Et si tu regardes le début et la fin de la route, ça veut dire soit elle va des champs de telle chose jusqu'au port. Oui, oui, clairement. Et ça, ils vont le faire. Et c'est ce que je te dis. Et pourquoi ils l'envoient au port? C'est pour acheter des devises. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que les économies sont atrophiées et le seul débouché qu'ils utilisent, c'est celui vers l'extérieur. Mais par contre, personne ne parle de la capacité qui est gérée de l'économie qui est interne, comme on appelle, entre les pays, dans les zones, comme tu dis, ECOWAS. Il n'y a pas d'études qui arrivent à calculer quel est comment on appelle, le volume des échanges entre les pays. Oui. Alors qu'on sait pertinemment que c'est un des plus élevés. Mais c'est peut-être parce que la plupart de ces transactions sont informelles. Informelles, tout à fait. Maintenant, moi, mon vrai point quand j'entends ça, c'est de dire, OK, on dit c'est informel, donc parce qu'on ne peut pas le quantifier. On sait le qualifier, mais pas le quantifier. Depuis quand tu as vu un laboratoire de recherche se mettre en place en Afrique pour dire qu'ils vont étudier le secteur pour le quantifier? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que, avant d'aller dire que l'Afrique ne s'en sort pas, le problème, je dis, on a les gouvernants qui ne veulent pas le faire. Pourquoi? Tant que ces petits morcelés, ils ont leur puissance. Oui. Mais aujourd'hui, toi, tu as investi en Afrique, en tout cas. Moi, j'ai investi en Afrique. Tu crois en l'Afrique? Je ne peux pas attendre que ce soit développé pour y croire. Ça n'a pas de sens. Oui, mais parce que si tu investis, tu mets quand même des capitaux dedans. Et beaucoup. Est-ce que si quelqu'un t'as dit beaucoup, si quelqu'un vient aujourd'hui chez toi qui regarde l'Afrique, et voilà, pas nécessairement te dire où est-ce qu'il va investir, mais il regarde l'Afrique et se fait une image de l'Afrique. Je vais parler ici spécifiquement de là où toi tu as investi. Je pense que tu as investi au Togo. Oui. Le Togo, c'est relativement un petit pays très petit, qui n'est pas du tout connu, du coup. Mais il y a une image quand même, une forme de stéréotype qui est là par rapport à l'Afrique. C'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de réglementation, la justice n'est pas indépendante, les politiques se mêlent toujours de tout, il faut être copain avec tout le monde. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de venir dans un pays comme le Togo, de mettre du cash et d'investir dans un projet? Je dis ça pourquoi? Parce que j'avais suivi un podcast de Aliko Dangote, où il avait discuté avec un Américain. Et cet Américain, c'est un mec qui a une boîte d'investissement, un private equity et tout ça, je pense. Un fonds d'investissement, pardon. Et Aliko Dangote lui disait, l'Afrique, c'est le seul endroit où tu peux investir et avoir plein de retours sur investissement. Les Américains, ils sont remplis de cash. Mais la plupart des Américains n'investissent pas vraiment en Afrique. Parce qu'il y a une image comme ça de l'Afrique. En fait, l'image, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas prévisible. Comme je dis, si tu viens investir ici en Belgique, tu n'as pas besoin, comme tu dis, de connaître plein de gens pour pouvoir le faire. Et l'impression que renvoie l'Afrique, c'est que tu dois connaître quelqu'un pour faire telle chose. Maintenant, moi, je te dis sincèrement, j'ai essayé de récupérer les codes d'investissement de chacun de ces pays. Pour investir au Togo, j'ai récupéré le code d'investissement. Curieusement, si un étranger vient investir en Afrique, il a plus de chances de succès que quelqu'un de la diaspora ou un local. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le cas? C'est purement subjectif. C'est-à-dire que je pense que, de la même façon qu'on dit, nul n'est roi en son... ni n'est prophète chez soi. Prophète chez soi, c'est le même principe. C'est-à-dire que, malheureusement, effectivement, nos pays ne savent pas attirer les investisseurs. Mais quand un investisseur étranger vient, je dis bien complètement étranger,
pas un gars de la diaspora. Un gars de la diaspora, ils vont le zigouiller. Ouais. Ou ils vont lui tout prendre. Même pas le tuer, ils vont tout lui prendre. Mais un étranger, ils ont toujours plus de respect pour un étranger que la personne locale. Or, l'étranger ne veut pas y aller avant quelqu'un de local. Ouais. Et je n'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été fait. Nous, quand on allait au Caire, pour créer notre entreprise au Caire, on nous a dit il faut que quelqu'un, un Égyptien, possède un quart. On a dit OK. Et on l'a fait. Et le seul problème où il faut être honnête, c'est vrai que le taux de, comme on appelle, de gens qui vont te doubler dans le business en Afrique est quand même plus élevé qu'ailleurs. Il y a beaucoup plus de risques. Il y a plus de risques, honnêtement. On va être honnête sur ça. Par contre, maintenant, moi, je te dis, j'ai vu ce qu'ils ont fait au Bénin. Parce que le gouvernement... Le gouvernement, honnêtement, ils ont mis... Les règles sont devenues beaucoup plus fiables et ça n'a pas loupé. Les investisseurs arrivent. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui au Bénin? Au Bénin, alors, maintenant, ils sont en train d'investir dans tout, même dans l'industrie. Je pense que c'est eux. En fait, il y a des infrastructures qui ont été construites, comme tu l'as dit, infrastructures, tout à fait. Il y a un port à sec, il y a le port autonome qui a été agrandi, il y a des routes pour transporter tout. Et apparemment, même les maillots de la Coupe du Monde aux États-Unis seront faits là-bas. Ok. Bah écoute, il faut qu'on aille au Bénin. Il faut que tu m'emmènes au Bénin. Mais même moi, je suis impressionné, sincèrement. Mais c'est quand la dernière fois que tu as été au Bénin, toi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Tu vas plus souvent au Bénin ou au Togo? Je fais les deux en même temps. Les deux. Ben, ils sont... Ah, et c'est vrai que c'est des pays voisins. Tu peux faire Cotonou-Lomé en voiture? Oui, tout le temps. En combien de temps? En 3 heures. 3 heures. C'est pas compliqué Surtout les- c'est pas Non. compliqué pour le visa, pour passer la frontière et Non, tout ça. tu peux prendre des visas à l'avance. Ah, ok. Tu peux les prendre en ligne ici. Ok. Et donc aujourd'hui, toi, tu investis en Afrique, tu investis dans quoi exactement? Donc, comme je t'ai dit, en premier, donc auparavant, je voulais investir dans une équipe de développement, mais Le développement IT. IT. Mais après, j'ai vu que c'était trop compliqué à gérer, souhaite là-bas. Donc maintenant, j'ai investi dans, comme je suis en pleine phase de construction de l'usine. On a eu quelques déboires, mais qui n'est pas lié au pays, c'est lié au fait qu'ils ont maintenant des normes Mhm. et tu dois déposer un dossier pour avoir l'autorisation de le faire. Et les normes qu'ils ont, malheureusement, ils ont dû se faire conseiller soit par des Européens ou alors c'est des diasporas qui sont retournés pour leur faire. Et elles sont un peu irréalistes. Elles sont nobles, mais elles sont un peu irréalistes pour pouvoir Oui. avancer. Il y a le PGES, le plan de gestion économique et sociale. Donc, par exemple, si tu vas fabriquer quelque chose, tu dois dire tous les produits qui rentrent dans la composition pour qu'ils évaluent en quoi ça peut polluer le sol Oui. et tout pour les enquêtes. Mais ça veut dire que tout ça, c'est parce que tu investis dans l'agriculture, Dans l'industrie, dans l'industrie. pour créer une usine. Mais l'usine va transformer des choses. Ok. Donc, tu investis, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu mets de l'argent sérieux dans ce projet-là pour transformer. Tu veux transformer des produits agricoles, en matières premières agricoles, en produits finis. En produits semi-finis pour l'industrie, pour d'autres industries. Donc ici, on va faire de la protéine de Oui. soja qui sert à fabriquer d'autres mets, qui est un produit demandé par d'autres industriels. Est-ce que c'est difficile d'avoir tes deux jambes sur deux continents différents? Alors, Surtout quand tu veux entreprendre comme ça. je dirais, pour être honnête, non, à un moment, tu dois choisir. Oui. Parce que les gens doivent te voir. C'est toi qui portes le projet. Ce n'est pas le directeur général qui porte le projet. Tout projet a besoin d'un visage. Toi et moi, on connaît bien l'Afrique. Et moi, je connais beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent en Afrique. Dans des projets, mais là, en fait, et des projets qui sont pas complexes. Voilà, exactement. Les inégalités qu'il y a en Afrique sont criantes. Ils sont énormes. Mais dans toutes ces inégalités-là, l'immense étendue d'opportunités qui existe en Afrique, elle est inimaginable, n'est-ce pas? Mais en gardant ça à l'idée, mais bien sûr, même quand il y a une grosse opportunité, plus l'opportunité est grosse, plus en fait le capital à investir est aussi important. Ça demande de l'argent pour faire de l'argent. Mais les gens en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas ceux qui ne sont pas africains et qui n'ont pas connu l'Afrique, ne voient pas ça. Ils voient seulement ce côté-là de l'Afrique qui est un peu distordu. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a ce problème d'image de l'Afrique? Il y a cette méconnaissance en fait des réelles opportunités qu'il y a en Afrique. Alors, moi je pense personnellement que c'est lié au fait que les Européens ne connaissent pas l'Afrique. On a quelque chose qui a manqué et qui est dramatique aujourd'hui.
quand tu prends un jeune, n'importe lequel, même de ton âge, même les collègues au boulot, il veut aller en vacances. Est-ce qu'il y en a un seul qui va te parler d'un pays africain? Ouais, il n'y a pas vraiment. Ça vient pas à l'esprit. Il y a un problème d'image de marque, Il y a un peut-être. problème d'image. Il y Mais, a un problème d'image et un problème de confiance. oui, C'est-à-dire qu'on nous voit toujours. Quand moi, j'ai dit aux amis, mais moi, je suis allé en Afrique du Sud, ils font des bons, ils veulent pas. Alors que c'est très beau l'Afrique du ça Sud. fonctionne très bien. Oui. On n'a jamais été en danger. Moi, j'étais avec mes enfants. Un avait 9 ans, l'autre avait 13 ans. Zéro issue. Ah, dans quelle ville? Oh, on a fait toute l'Afrique, on a parcouru. Ouais, On ouais. est parti, on est atterri à Johannesburg. De Oui. Johannesburg, on a pris la voiture tout seul. On est allé jusque dans le Blyde, dans la montagne. Puis après, on est allé, comme on appelle, au Swaziland. Oui. On est revenu du Swaziland jusqu'à Sainte-Lucie. On a déposé la voiture à Durban. On a repris un avion pour aller au Cap. On est allé à Hermanus tout seul. On a fait tout seul. Oui. Tout seul. Mais justement, ce problème d'image que tu viens d'évoquer, c'est peut-être aussi de notre propre fait, quand même. C'est de notre fait. Oui. Pour clôturer, Yvon, dis-moi, comment est-ce que toi tu perçois la vie? Qu'est-ce que tu attends maintenant le plus de la vie? À ce stade-ci où tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu espères encore de la vie? Je n'espère pas beaucoup de la vie. Je crois qu'elle m'a déjà beaucoup donné. J'ai l'impression que j'ai eu une chance dingue dans la vie. J'ai vécu en faisant la fête et pourtant en ayant des bonnes notes sans trop forcer. Je me rappelais même pas que j'avais eu des bonnes notes. C'est par exemple pour le collège, c'est Christian, mon pote de collège de Oui. Bénin, qui est venu et qui dit à mes enfants, vous savez, votre papa, il était le meilleur. Moi, je m'en souvenais pas du tout parce que c'était pas un but en fait. Bon, tu vas à l'école et puis tu y vas. Et pareil, Tech de Bordeaux, je crois que j'ai dû sortir de ma promo peut-être troisième ou deuxième ou troisième, je sais plus, c'est Katia. Oui. Katia Figura qui était la majeure de promo. On n'a même pas regardé. C'était pas ça parce que quand pour nous une chose est faite, elle est faite. Oui. C'est la suivante qui est le problème. C'est pour ça que je n'attends pas beaucoup de la vie, c'est que je me demande plutôt qu'est-ce que je peux apporter à la vie. Qu'est-ce que je peux apporter? Et je pense que ça me concerne plus, ce que je peux apporter, que ce que je peux attendre. Est-ce que la vie t'a apporté tout ce que tu espérais jusque-là? Non, heureusement, mon Dieu. Et il ne faut pas qu'elle m'apporte tout ce que j'espère parce que sinon, qu'est-ce que je fais après? Mais est-ce que ta vie a été ce que tu imaginais quand tu avais 20 ans? Non. Non. Parce que j'ai fait de l'informatique, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à l'informatique. Et au moment où j'étais jeune, l'informatique n'existait pas. Ouais. Et la seule chose, c'est que on est des Africains. Hein. Ma maman, je suis sûr qu'elle m'avait emmené chez un sorcier indien pour d'avoir, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard de faire des bonnes choses pour lui? Et il y a quelque chose qui m'est revenu à une époque où on était quelque part. Et pareil, hein, elle était allée, elle m'a chez un devin, mais enfin, ces gens-là. Et puis, il disait, va faire quelque chose dans les métaux, machin. Et quand j'ai réfléchi après, oui, en fait, c'était pas, ça voulait pas dire l'informatique, mais c'était ça, c'était... Ah, tu penses qu'il y avait une sorte de destinée derrière tout ça? Destinée, j'ai toujours peur de ce mot, mais que, effectivement, quelque part, ce que j'ai fait n'est pas loin de ce que j'aurais voulu faire si je l'avais imaginé. Oui. Et qu'on est souvent probablement assez proche de ce qu'on a, même si on a l'impression qu'on est déçu ou pas, ou on n'a pas fait, on aurait voulu. La seule chose, c'est que j'aurais voulu avoir plus de mentors. Oui. Ça, je vais être honnête, je le regrette amèrement de ne pas avoir eu plus de mentors qui me parlent. Donc aujourd'hui, j'en ai quelques-uns avec qui je parle. Il y a Thierry, avec qui je vois bientôt, comment on appelle, c'est lui, avec lui, parfois je vais aider des PME ou des startups avec qui je peux discuter. Il y en a que j'ai eu, ce n'est pas des mentors, mais qui sont au même niveau que moi. On discutait, ça permettait de se mettre un peu en arrière pour écouter un peu ce que les gens font. Je n'arrive pas à discuter parce qu'il y a des vicissitudes de la vie qui le font. Mais je pense que vraiment quelque chose, c'est d'avoir pas un mentor, parce
mais des mentors. Des gens qui te permettent de te guider. Ouais. Dans- Et surtout de regarder plusieurs angles de la même chose. Oui. Oui, c'est très profond. Merci en tout cas, Yvon, d'être Merci à venu toi de aujourd'hui, m'inviter. de partager ton expérience de vie, ta carrière dans l'informatique et aussi ton amour pour l'Afrique. On a beaucoup parlé d'Afrique aujourd'hui. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Merci encore, Yvon, et je te dis à très bientôt.